Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous allons aujourd'hui continuer sur la France et son environnement et nous allons parler de la valorisation et de la dégradation des milieux français. Nous allons commencer par l'exploitation des ressources. Et le premier point est l'exploitation pour l'agriculture. L'agriculture intensive est un modèle agricole qui vise à maximiser la production en employant des techniques modernes et des intrants chimiques. Pour commencer, nous allons parler des méthodes de l'agriculture intensive. Cette agriculture repose sur l'utilisation de méthodes et de produits chimiques pour maximiser les rendements des cultures et de l'élevage. Les engrais chimiques sont utilisés pour fournir des nutriments aux plantes, comme l'azote, le phosphore et le potassium. Ces engrais favorisent une croissance rapide et des rendements plus élevés. Ils appliquent des pesticides pour contrôler les insectes et les maladies qui peuvent affecter les cultures. Enfin, les herbicides sont utilisés pour éliminer les mauvaises herbes. La monoculture est une pratique répandue dans l'agriculture intensive, car la culture d'une seule espèce sur de grandes surfaces peut maximiser les rendements. En effet, les techniques de culture, de récolte et de traitement peuvent être standardisées, rendant la gestion des parcelles plus aisée. Cependant, en cultivant une seule espèce sur de vastes zones, la biodiversité est diminuée, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'écosystème local. Aussi, les cultures en monoculture peuvent être plus sensibles aux maladies et aux ravageurs, car si une maladie ou un ravageur spécifique apparaît, il se propage rapidement à toutes les plantes qui sont de la même espèce. L'élevage intensif est une pratique courante dans le secteur de la production animale, visant à maximiser la production tout en réduisant les coûts. De nombreux animaux sont élevés dans des espaces restreints, parfois dans des fermes industrielles de très grande taille. Ils reçoivent une alimentation spécialement formulée pour favoriser la croissance rapide et maximiser la production de viande, de lait ou d'œufs. Une agriculture qui utilise les méthodes qu'on vient de décrire pose plusieurs préoccupations environnementales et sanitaires. La première est la pollution des eaux et des sols, avec l'utilisation excessive d'engrais chimiques et de pesticides. La seconde est la dégradation de la biodiversité, avec la pratique de la monoculture, qui affecte non seulement les plantes, mais aussi les espèces animales qui dépendent de ces écosystèmes. La troisième préoccupation, ce sont les impacts sur la santé humaine. Les résidus de pesticides dans les aliments peuvent entraîner des troubles hormonaux, des cancers et des maladies neurologiques. L'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage intensif peut contribuer à la résistance aux antibiotiques chez les bactéries, ce qui pose un risque pour la santé publique car les infections qui étaient auparavant traitables peuvent devenir graves. Nous allons à présent passer à un second type d'exploitation des ressources avec l'extraction des ressources fossiles. Une ressource fossile est une source d'énergie qui provient de la décomposition de plantes et d'animaux d'il y a plusieurs millions d'années. Le pétrole, le charbon, le gaz naturel sont des ressources fossiles. La France a progressivement réduit sa production de charbon au cours des dernières décennies. Actuellement, la majorité des ressources fossiles utilisées dans le pays, comme le pétrole et le gaz naturel, sont en grande partie importées. Il reste cependant quelques mines de charbon, principalement situées dans le nord de la France, mais leur impact sur la production énergétique nationale est marginal. La France possède quelques réserves de pétrole et de gaz naturel, mais celles-ci sont très limitées par rapport à ses besoins énergétiques. La plupart des ressources pétrolières et gazières du pays se trouvent dans le bassin aquitain, au sud-ouest du pays. Cependant, la production locale de ces ressources est extrêmement faible.
La France dépend donc largement des importations pour satisfaire sa demande. Après avoir traité l'exploitation des ressources, nous allons dans une seconde partie aborder la dégradation des milieux avec leur artificialisation. L'artificialisation est le processus par lequel les zones naturelles ou agricoles sont transformées en zones urbaines ou industrielles. La première cause de cette artificialisation est bien sûr l'urbanisation, c'est-à-dire la croissance de la taille des villes et de leur nombre d'habitants. C'est un phénomène encore en cours en France, qui se manifeste par plusieurs tendances, dont la métropolisation. La métropolisation est la concentration de la population et des activités économiques dans les très grandes villes et leurs périphéries. Les grandes métropoles françaises, telles que Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, continuent de croître, attirant des habitants en raison des opportunités d'emploi, des équipements et des services qu'elles offrent. Actuellement, l'urbanisation ne se traduit plus par une augmentation des villes-centres, mais surtout par de l'étalement urbain, c'est-à-dire l'extension de la ville vers les zones rurales et périurbaines qui l'entourent, ce qui entraîne une consommation accrue de terre. L'étalement urbain, souvent motivé par la recherche de logements moins chers et plus spacieux avec des espaces verts, conduit à la destruction d'espaces naturels, de terres agricoles et d'habitats. Les écosystèmes sont fragmentés, ce qui rend difficile la survie de nombreuses espèces animales et végétales. Lorsque les zones urbaines s'étendent et que les infrastructures de transport en commun ne sont pas développées en conséquence, les résidents se retrouvent dépendants de la voiture pour leur trajet quotidien. Cela entraîne une augmentation de la circulation automobile qui provoque des embouteillages, de la pollution de l'air et une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l'urbanisation soulève également des préoccupations environnementales. Elle augmente le ruissellement des eaux de pluie en raison de l'imperméabilisation des sols. Elle détériore la qualité de l'air due aux émissions de pollution provenant des véhicules, des industries et du chauffage. Elle est source de pollution sonore qui peut affecter la qualité de vie des habitants. Les migrations pendulaires, qui sont les déplacements quotidiens entre le lieu de vie et le lieu de travail, peuvent engendrer des embouteillages aux heures de pointe. La seconde cause de l'artificialisation des territoires est le tourisme. En tant que destination touristique de premier plan, la France attire des millions de visiteurs chaque année, ce qui engendre à la fois des bénéfices économiques et des défis environnementaux. En effet, le tourisme génère des revenus importants et crée des millions d'emplois. Cependant, il implique également l'artificialisation des terres et la dégradation des milieux. La construction d'infrastructures est indispensable pour accueillir les touristes dans de bonnes conditions. Les hôtels, auberges, maisons d'hôtes, campings, locations de vacances, parcs d'attractions, centres de loisirs, stations de ski, etc. nécessitent souvent des aménagements importants qui modifient le paysage naturel. D'autant plus que la construction de voies de communication est également indispensable au développement touristique pour que les touristes puissent arriver jusqu'à leur lieu de vacances. Ainsi, les espaces naturels laissent place à des aménagements construits par l'homme. C'est ce qu'on appelle l'artificialisation. L'essor du tourisme exerce une pression sur les ressources locales, en particulier sur la consommation d'eau. Les établissements touristiques consomment d'importantes quantités d'eau pour le fonctionnement des cuisines, des piscines, des jardins et des installations sanitaires. Les activités de loisirs, telles que les golfs ou les parcs aquatiques, nécessitent également une grande quantité d'eau pour fonctionner. La Côte d'Azur, qui est une région située dans le climat méditerranéen, donc avec des étés particulièrement secs, connaît une forte fréquentation touristique durant l'été. Et la surexploitation de l'eau y entraîne un abaissement du niveau des rivières et des nappes phréatiques, ce qui peut rendre certaines sources d'eau non potables avec la salinisation
ou insuffisante pour les besoins des résidents locaux. Ainsi, comme cette région est déjà sensible aux sécheresses, la pression touristique peut entraîner des pénuries d'eau, affectant à la fois les populations humaines et les écosystèmes. Les touristes génèrent une quantité importante de déchets, avec en particulier des plastiques, des emballages alimentaires, des produits à usage unique. Les destinations touristiques qui accueillent un grand nombre de visiteurs peuvent rapidement être submergées par ces déchets. Aussi, l'augmentation du nombre de véhicules, que ce soit pour se rendre à des attractions ou pour voyager dans la région, contribue à la pollution de l'air. Enfin, les installations touristiques comme les hôtels et les restaurants peuvent générer des eaux usées qui, si elles ne sont pas correctement traitées, peuvent contaminer les rivières et les océans. Ainsi, dans certaines zones touristiques, la pollution de l'eau peut également provenir de l'écoulement des eaux de pluie qui emportent les déchets et les polluants vers les cours d'eau et les plages. L'accès à des zones naturelles par le biais des sentiers de randonnée peut entraîner des problèmes d'érosion des sols dans les environnements fragiles comme ceux des montagnes. En effet, l'augmentation du nombre de randonneurs peut compacter le sol, réduire la végétation et donc exposer ce sol nu aux intempéries. La perte de couverture végétale aggrave l'érosion en cas de pluie car l'eau s'écoule plus rapidement sur la surface dénudée. Dans le parc national de la Vanoise, des activités de randonnée intensives ont conduit à des glissements de terrain qui ont des conséquences graves tant pour l'environnement que pour la sécurité des randonneurs. La surfréquentation est un problème croissant pour de nombreuses destinations touristiques. La surfréquentation se produit lorsque le nombre de visiteurs dans une destination dépasse sa capacité d'accueil. Comme on l'a vu, un afflux massif de touristes génère une quantité considérable de déchets. Donc si ces déchets sont supérieurs à ce que les infrastructures locales peuvent gérer, on parle de surfréquentation, qui se traduit dans ce cas-là par des dépôts de déchets incontrôlés et une pollution accrue. Prenons l'exemple du mont Saint-Michel, qui est une des destinations touristiques les plus fréquentées en France, attirant près de 3 millions de visiteurs chaque année pour ses paysages spectaculaires et son patrimoine historique. La présence constante de visiteurs entraîne une usure accrue des bâtiments historiques et des monuments, nécessitant des travaux de restauration fréquents et coûteux. La baie est un écosystème délicat qui abrite des espèces animales et végétales rares. La surfréquentation peut perturber ces habitats, particulièrement lors des marées, lorsque des milliers de visiteurs se déplacent sur les grèves. Les grèves, ce sont des zones de terre émergées qui sont découvertes à marée basse et recouvertes par la mer à marée haute. Pour atténuer ces impacts négatifs, il est essentiel d'adopter des pratiques de tourisme durable en valorisant des approches respectueuses de l'environnement et en sensibilisant les touristes à la préservation des milieux naturels. Un tourisme durable, c'est un tourisme qui préserve l'environnement et s'assure que les bénéfices profitent aux communautés locales. Il favorise les modes de transport à faible impact environnemental comme le vélo, la marche ou les transports en commun pour réduire l'empreinte carbone. Il informe les touristes sur l'environnement local et l'importance de sa conservation. Pour cela, les touristes sont encouragés à adopter des comportements respectueux tels qu'utiliser les sentiers balisés, ne pas perturber la faune et la flore, minimiser leur consommation de ressources. Les politiques publiques jouent également un rôle pour réguler le développement touristique et protéger les zones vulnérables. La planification urbaine et territoriale définit des zones appropriées pour le développement touristique en évitant les sites sensibles sur le plan écologique. Les politiques publiques peuvent interdire les nouvelles constructions dans des zones déjà surfréquentées et mettre en place des limites sur le nombre de visiteurs dans certaines zones sensibles ou à certaines périodes de l'année pour préserver les écosystèmes locaux. Des réserves naturelles, comme les parcs nationaux, sont créées
pour protéger les écosystèmes sensibles avec des règles strictes concernant l'accès et les activités autorisées. Voilà, nous avons terminé cette présentation de l'exploitation et de la dégradation des milieux. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des solutions mises en place en France pour tenter de protéger ces milieux. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.